Cette économie de partage peut-elle être une réponse à la crise ? Quels sont les risques ? Y a-t-il des dérives possibles ? On ouvre tout de suite le débat en plateau avec nous. Rémi Oudguiri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général adjoint de Sociovision Cofremca, expert en analyse de la société. Grégoire Leclerc à vos côtés, président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Soyez le bienvenu. Éric Aubin, membre de la direction de la CGT. Bonsoir, monsieur. D'abord, le mode d'emploi de cette Uber-économie. Je prends évidemment des guillemets avec Fabien Chadeau. Ce tsunami numérique révolutionne le marché des services et surtout nos modes de consommation. Aucun secteur n'est épargné. On ne loue plus sa voiture, mais on la partage. Même chose pour ses vacances, on s'inscrit sur des sites d'échange d'appartements. Le partage, c'est aussi entre voisins. Plutôt que de louer ou d'acheter un objet du quotidien, on se le prête. Derrière tous ces échanges, des applications. Elles mettent en relation des personnes qui peuvent être à la fois le prestataire et le consommateur du service. Aujourd'hui, cette économie du partage représente 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Dans 10 ans, ce sera 22 fois plus. L'économie du partage, c'est une révolution industrielle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne l'arrêtera pas. Elle est basée, au bout du compte, sur la technologie. Or, on n'arrêtera pas la technologie. En revanche, ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire, c'est réguler. Réguler pour atténuer les conséquences de cette révolution sur l'emploi. Rémi Oudguiri, comment expliquer qu'elle ait rencontré si vite un tel écho ? Alors je pense qu'elle rencontre si vite un tel écho parce que ce sont des tendances qu'on voit en France depuis des années. En fait, elle rencontre les aspirations des Français. Elle révèle une nouvelle société française, en particulier une espèce de débrouillardise qui s'est imposée dans notre pays au fil des années. Les gens ont envie de se débrouiller, ont envie de court-circuiter les intermédiaires traditionnels, les autorités traditionnelles. Et d'aller vers le moins cher. Et d'aller vers le moins cher. Je pense qu'il y a une raison conjoncturelle, c'est que depuis plusieurs années maintenant, on vit dans un climat économique difficile où le pouvoir d'achat est limité, donc les gens cherchent des solutions. Mais plus profondément en France aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de s'émanciper, qui ont envie de trouver des nouvelles façons d'interagir les uns avec les autres. Et ça, c'est ce que le phénomène dit d'ubérisation révèle parfaitement. Et l'outil miracle, évidemment, c'est le smartphone. Très simple. Tout à fait. Et accessible finalement à tous. Éric Aubin, comment vous voyez cette évolution de la société, vous, à la CGT ? Écoutez, on constate que c'est une réalité. On a vu le débat autour des taxis qui s'est posé avec ce que ça peut générer quand on est sur une ubérisation, j'allais dire low cost, bon marché, sans effectivement régulation. Moi, je pense qu'il y a des questions qui se posent autour de cette évolution, effectivement considérable. Les 4 questions pour moi, c'est la question de l'emploi, d'abord. C'est une économie qui ne crée pas d'emploi. Donc ça, il faut effectivement regarder cette question-là. Les chauffeurs Uber, pour prendre l'exemple d'Uber, il y a bien eu des créations d'emplois. Mais si on prend, j'ai un chiffre par exemple, si on prend General Motors, Ford et Chrysler, en 90, ils produisaient 36 milliards de dollars avec 1 million de salariés. Aujourd'hui, Apple, Facebook et Google, 1000 milliards de dollars avec 140 000 salariés. Donc on voit bien que l'emploi est complètement déconnecté de cette économie. Et donc ça veut dire qu'il faut discuter effectivement du partage du travail, du partage y compris des richesses créées, puisqu'on a des gains de productivité, comment on crée une société finalement qui pourrait évoluer de cette façon-là. Mais cette idée de supprimer les intermédiaires, est-ce qu'elle vous intéresse ? Écoutez, supprimer les intermédiaires, je crois qu'on est dans une société qui est organisée, qui est régulée. Ça pose la question du financement de la protection sociale, la question du statut des personnels. Il y a des procès d'ailleurs, il y a des actions de groupe qui ont été menées aux États-Unis sur Homejoy par exemple. Les salariés ont été requalifiés, enfin les personnels ont été requalifiés en salariés parce que le lien de subordination a été démontré. Il y a aujourd'hui une action de groupe chez Uber même aux États-Unis. Donc on voit bien que les choses ne sont pas aussi simples et qu'effectivement il faut tout prendre en compte. Il y a la question également du droit à la déconnexion qui est posée. Attendez, on va rester sur cette question d'emploi qui est évidemment primordiale et on abordera ensuite les autres volets, si vous le voulez bien. Grégoire Leclerc, je rappelle que vous représentez les auto-entrepreneurs. Cette Uber-économie, on va dire ça comme ça, elle est destructrice en termes d'emploi ? Alors en fait, tout dépend de ce que l'on appelle emploi. Effectivement, dans le cas d'Uber, on parle très précisément de conducteurs de véhicules qui transportent des personnes d'un point A à un point B. Donc à un moment donné, il y a bien quelqu'un, une personne physique, qui prend un véhicule et qui transporte quelqu'un d'autre. Donc bien sûr, ce ne sont pas des salariés d'Uber, ce sont des indépendants. Et c'est là où le modèle effectivement échappe un peu, je sais, à nos amis des syndicats, c'est que
On ne crée pas des salariés, on crée des indépendants, on crée des forces d'action, on crée finalement des bataillons énormes de personnes qui prestent, qui réalisent une mission, qui ne sont pas considérées comme salariés, qui ne se retrouvent pas dans le modèle finalement traditionnel qu'a construit la société des 50 dernières années, mais on se retrouve avec des bataillons d'indépendants, de gens qui prestent, qui réalisent une mission, qui sont payés à la course, qui sont payés de manière totalement légale, qui déclarent des charges, qui sont évidemment déclarés auprès du RSI. Il y a un début de mutation. Il y a un début de mutation. C'est-à-dire que finalement, ce qui paraît intéressant, c'est que peut-être pour ces gens-là, le modèle de l'indépendance paraît plus adapté et paraît peut-être plus dans l'avenir. En tout cas, dans le modèle de l'Uber Economy, ça paraît plus dans l'avenir que le modèle du salariat traditionnel où effectivement on était à l'entreprise, 35 heures, avec une mission, avec un CDI et une vraie relation de subordination. C'est moins le cas et je pense que demain ça va encore plus s'accélérer dans tous les autres domaines. Plus d'indépendants, Rémi Oudghiri, est-ce que c'est lié au contexte économique du moment, à savoir la crise ? En partie, oui, mais pas seulement. Je pense qu'il y a une volonté d'indépendance chez beaucoup de Français aujourd'hui. Ils ont envie véritablement de faire des choses par eux-mêmes. Ça, c'est une vraie tendance qu'on mesure chez Sociovision depuis des années. Et je pense qu'on est à un moment charnière, en fait. On est dans une grande mutation, comme vous l'avez dit. Et en fait, deux mondes s'opposent, mais qui ne sont pas nécessairement antagonistes. Simplement, d'un côté, on veut de la liberté, il faut assouplir les règles. Mais de l'autre, évidemment, il faut faire en sorte que cette mutation ne vienne pas remettre en cause des statuts et des avantages qui sont là depuis des années. Donc c'est un peu le combat actuellement, notamment entre le consommateur et le salarié en France, puisque d'un point de vue du consommateur, l'ubérisation, enfin ce qu'on appelle l'ubérisation est plutôt positive, parce que ça permet d'aller plus vite. Vous avez parlé du smartphone, c'est très simple d'utiliser un smartphone, on a envie et puis il y a plein de choses qui sont facilitées grâce à ça. Mais de l'autre côté, le salarié, lui, évidemment, il est assis sur un système assez protégé et qui est aujourd'hui remis en cause. Donc, il y a à accompagner cette mutation. Je pense que c'est ça aujourd'hui l'urgence, c'est d'arriver à faire en sorte que ces deux mondes cohabitent pour entrer enfin et dans le futur, parce que je pense qu'on ne s'opposera pas à cette tendance. Si cette mutation n'est pas dérégulée, Eric Aubin, est-ce que vous, les syndicats, vous êtes prêts à accompagner cette mutation ? Non, mais il s'agit de regarder effectivement les conséquences de cette transformation qui, encore une fois, que je considère considérable. Le problème, c'est qu'on ne parle pas de ces questions-là. Alors, on se positionne par rapport, en tant que consommateur, en tant que salarié, mais selon les questions que l'on pose, on peut avoir des réponses différentes. On l'a vu dernièrement, d'ailleurs, dans la crise du porc, où les consommateurs, même s'ils effectivement cherchent le moins cher, admettent que finalement, pour soutenir une économie, peuvent être amenés à payer plus cher leurs emplettes. Donc je crois qu'il faut faire attention à cela. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'effectivement, il y a cette évolution que l'on constate. Il y a des questions qui sont posées, il faut absolument les traiter. On ne peut pas aller vers cette économie ubérisée sans prendre en compte toutes les questions que ça pose derrière et avoir des réponses. Encore une fois, on a aujourd'hui une protection sociale qui est financée à partir de salaire. Oui, salaire socialisé. Alors, est-ce que l'indépendant, finalement, lui, finance la protection sociale ? Oui, parce que c'est pas exclusivement vrai. C'est-à-dire que l'indépendant, quand un auto-entrepreneur, chauffeur de taxi chez Uber, paye ses charges, il décaisse 25% du chiffre d'affaires pour payer sa protection maladie, sa retraite et sa prévoyance. Donc, de toute façon, il y a déjà. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut quand même aller plus loin dans la prévision de ces volumes-là. Parce que qu'on ait 1 million d'indépendants aujourd'hui et qu'on en ait 5 demain, va modifier considérablement les équilibres de notre modèle social, des cotisations retraite, des charges sociales, des charges patronales, etc. Du temps de travail. Et même plus globalement du temps de travail. Passer de 1 million à 5 millions, c'est vraiment ce qui pourrait se produire à quelle échéance ? À 3-5 ans. Très franchement, en Angleterre, alors que la population active est légèrement inférieure à la nôtre, ils sont déjà 2,8 millions. Il faut faire attention quand même au fait que la moitié des auto-entreprises, par exemple, ne déclarent pas de chiffre d'affaires. Donc on peut avoir des créations d'entreprises sans pour autant déclarer un chiffre d'affaires. Oui, mais on voit bien l'évolution. On voit bien l'évolution. 300 000 par an chaque année de plus. Ça fait que même s'il n'y en a que la moitié qui déclare, on est quand même à 150 000, 160 000 actifs de plus chaque année en plus qui viennent se rajouter. Donc on est quand même sur une tendance de fond. Et que d'ailleurs, le législateur... Auto-entrepreneurs, juste aujourd'hui, on est à 1 100 000. 1 100 000. Et la question finalement de fond... Une progression en gros de 10% chaque année, c'est ça ? De 15% chaque année. Le législateur, dans cette question-là, doit se positionner. Quand vous avez un auto-entrepreneur qui est en situation de quasi-salariat déguisé ou de quasi-relation de subordination avec quelqu'un d'autre, aujourd'hui, il est systématiquement épinglé. On dit c'est un faux salarié, il doit re-rentrer dans les fourches codines du modèle que l'on connaît par cœur, qui nous va bien,
c'est un salarié, il a une protection sociale, il paye des charges salariales, des charges patronales, et on n'en sort pas. Et il faut que demain, ou aujourd'hui, mais en tout cas demain, le législateur trouve une porte de sortie pour toute cette situation-là. On ne va pas avoir 2 millions, 3 millions d'indépendants, tous potentiellement requalifiés en salariés, au prétexte que c'est le modèle et le seul modèle auquel on tient. Mais est-ce que toutes ces personnes ont souhaité devenir des indépendants, ou est-ce que par la force des choses, par le contexte très compliqué, finalement ces gens se sont dit non, tiens, je vais créer mon auto-entreprise à défaut de trouver un CDI? Je pense que nous, J'ai une question. Hein, les chiffres qu'on a montrent que, évidemment, il y en a qui sont contraints à un moment donné, pour des raisons, des aléas de l'existence, de se mettre en statut auto-entrepreneur. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde sur le long terme, sur 20 ans de données, on s'aperçoit que l'idée de créer sa propre entreprise, de faire quelque chose par soi-même, évolue. Alors ça évolue lentement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une révolution de l'entrepreneuriat en France. En revanche, sur 20 ans, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un Français sur deux qui se dit prêt à créer sa propre entreprise. Et là où on voit vraiment ce phénomène, c'est par exemple la retraite. Aujourd'hui, la retraite, c'est plus la retraite, parce qu'on s'aperçoit que les 2 tiers des gens, une fois la retraite arrivée, continuent à avoir une activité. Ils ont envie, pourquoi ? Parce qu'ils sont en très bonne santé. Ça montre que les lignes sont en train de bouger, qu'on est en train d'accepter d'autres façons de voir le monde. Il n'y a pas un parcours linéaire avec l'activité, la retraite, etc. Et donc ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, la France est en avance, entre parenthèses. Non, je pense que... Sur ce sujet, ou on est plutôt en retard ? Je dirais qu'on est plutôt en retard, mais je dirais que c'est une tendance générale, en fait. Il y a des pays où chez qui c'est une tradition, les États-Unis, par exemple, l'Angleterre. Mais en France, et la crise joue beaucoup dans les esprits, parce que les gens ont à un moment donné, quand vous êtes pressurisé de toutes parts, vous devez à un moment donné inventer quelque chose. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, c'est très simple, mais quand vous n'avez pas de travail, qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez un revenu. Aujourd'hui, le monde du travail, on sait ce qu'il est devenu, il s'est contracté. Très clairement, ceux qui auraient pu espérer avoir un poste de salarié, ils ont cherché. Ils ont cherché 6 mois, ils ont cherché 1 an. Au bout d'un moment, ils ont trouvé un revenu. Le revenu qu'on leur proposait, c'était d'être indépendant pour réaliser telle mission, etc. À un moment donné, vous ne faites pas la fine bouche. Vous allez là où la situation est la plus rapidement accessible pour vous, peut-être la plus simple et aussi la plus lucrative. Oui, après, il faut faire attention parce qu'on laisse passer l'idée que la création de son emploi pourrait effectivement amener un revenu suffisant pour vivre. Je mets un bémol puisque le revenu moyen pour un auto-entrepreneur, c'est 3 200 € par trimestre. Donc on voit bien qu'avec cela, on n'a pas assez pour vivre. Donc c'est admis par beaucoup que ces créations d'entreprises, c'est finalement un complément de revenus dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc ne laissons pas croire qu'il suffirait de créer une auto-entreprise ou une entreprise pour régler la question. C'est pas du tout ça, comme ça que ça se passe en tout cas. Après il y a les contraintes effectivement économiques. On n'a pas d'emploi à proposer effectivement, donc on a envie parfois de créer son emploi. Il y a aussi c'est pas absurde, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais il y a aussi parfois une transformation. On a eu le cas à Peugeot-Sochaux, pour ne pas le nommer. L'entreprise Donnersdorf, Peugeot, proposait à ses salariés de prendre le statut d'auto-entreprise et de lui assurer un travail pendant un certain temps pour ne pas le maintenir comme salarié dans l'entreprise. Ça, pour vous, c'est une dérive. Donc ça, c'est une dérive, bien entendu. C'est une dérive. Bien souvent, ces salariés-là passent par la case demandeur d'emploi, bénéficient de l'aide à la création d'entreprise, donc perçoivent 50% des indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre. Et donc là, il y a une dérive, effectivement, qui coûte cher à l'assurance chômage, dont on sait qu'elle a un déficit autour de 23 milliards aujourd'hui cumulé. Et donc, il faut stopper, effectivement, ces dérives. Rémi Oudguéry, on a bien compris qu'on se dirige tout droit, et le mouvement a déjà été enclenché vers davantage de salariés indépendants. On comprend aussi que le salariat n'est plus forcément l'alpha et l'oméga pour les jeunes entrants sur le marché du travail. Les entreprises, y compris les grandes entreprises, comment peuvent-elles réagir ? Est-ce que finalement elles peuvent accompagner ce mouvement, ou est-ce qu'elles peuvent essayer de résister en disant « Ouh là là, non, peut-être qu'on perd de bons éléments » ou on a de nouveaux rivaux qui arrivent comme ça à prendre des parts de marché en 2 temps 3 mouvements en n'ayant pas des coûts fixes et des frais que nous pouvons avoir, grandes entreprises ? Je pense qu'elles ont compris, les grandes entreprises ont compris qu'on ne pouvait pas ignorer ce mouvement. Résister ne sert à rien. Et en fait, ce qui est assez frappant dans les 3-4 dernières années, ce qu'on observe, c'est que beaucoup d'entreprises sont fascinées par le phénomène des startups.
parce que l'innovation, très souvent, est aujourd'hui largement dans les startups. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des grandes entreprises aller créer des laboratoires, le lab, hein, c'est un peu une mode depuis quelques années. Mais derrière ce phénomène, ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'envie de remettre un peu de souffle dans les entreprises, parce que les grandes entreprises ont du mal, dans cette accélération des choses qu'on observe, à s'adapter. Et donc, se pose beaucoup de questions. Comment je réintroduis de l'innovation, comment je réintroduis de l'esprit d'entreprise finalement à l'intérieur des grandes entreprises. Donc je pense qu'on est en quête d'un nouveau modèle en fait, et il est en train de s'inventer sous nos yeux. Et il est quand même fortement inspiré par les Américains, parce que les startups dont on parle, les grandes startups, celles qui fonctionnent et qui, alors je sais pas, peut-être le terme est un peu galvaudé, mais qui ont révolutionné le modèle, on va pas les citer, mais elles viennent d'outre-Atlantique. Oui, mais il y a un phénomène aujourd'hui en France. Sur le logement, sur le transport. Tout à fait, mais en France aujourd'hui, il y a un bouillonnement. Les startups françaises sont extrêmement nombreuses, extrêmement dynamiques. Elles font parfois figure de modèle aux États-Unis aujourd'hui. Et elle défriche de nouveaux terrains. Elle défriche de nouveaux terrains. Exemple, vous avez un exemple concret? Je sais pas, oui, par exemple récemment, le MIT a couronné un jeune Français dans la médecine. Il y a énormément d'innovations. On pourrait faire une liste énorme. Et je pense que, dernier point, l'économie collaborative, l'économie du partage, est très active en France. Airbnb, son premier marché, c'est la France. Blablacar est un acteur français, etc. Enfin, ça veut dire qu'en France, je le répète, il y a une aspiration pour plus d'assouplissement qu'on voit, et c'est ce qui explique la prolifération de l'économie. Un très bon exemple qu'on peut citer, notamment sur une start-up qui est en train d'ubériser le monde du droit. En mettant en place, via une plateforme internet, un accès beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à des centaines de juristes, voire d'avocats, et en ayant une promesse qui est toujours la même. Vous savez, ça part du numérique, on crée des plateformes, on donne un accès beaucoup plus simple à des prestataires, et derrière, on apporte une expérience meilleure. C'est exactement ça. Donc, il y a une start-up qui le fait sur le droit, il y en a sans doute une qui va le faire sur la comptabilité. Il y a des plateformes qui se créent un peu sur tous les domaines où on peut encore ubériser le service, et qui sans doute vont faire un carton. Et que disent les hommes politiques? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? La vraie question, elle est là. Si les grandes entreprises dont on parlait tout à l'heure n'arrivent pas à réagir, pourquoi aujourd'hui elles sont d'abord et avant tout assommées par le poids des charges sociales, le poids des charges patronales, le poids des lourdeurs administratives, et se retrouvent incapables de lutter avec toutes ces charges fixes dont vous parlez face à ces bataillons qui sont beaucoup plus souples, qui n'ont quasiment que des coûts variables? C'est parce que les charges sociales en France sont devenues un vrai problème. La compétitivité, elle est d'abord basée, surtout dans le service, sur le coût de la matière grise, le coût des salaires. Donc le politique, s'il ne se prend pas en main en disant à un moment donné, il faut qu'on ait une vraie réforme du monde du travail, du code du travail, de la lourdeur du travail et de la manière dont on finance notre modèle social, on n'y arrivera pas. Court. Et je crois qu'au moment où on débat beaucoup sur le code du travail, le contenu du code du travail... Attendez, on n'a pas encore le nouveau ministre du Travail. De suite, on pense qu'effectivement, cette économie pourrait finalement permettre d'échapper au code du travail. Je crois que ça ne va pas être simple, cette évolution. Il y a beaucoup de savoir, je disais... Vous allez veiller au grain, vous, à la CGT. Le droit à la déconnexion, les libertés, toutes ces questions-là, ils sont sur la table. Moi, j'espère qu'on va pouvoir en discuter effectivement, parce que c'est une réalité. Il faut pouvoir effectivement mettre les choses sur la table et pouvoir trouver des solutions à des questions qui ne sont pas faciles à résoudre. Tout à fait. Le débat ne fait que commencer. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de la Newsroom. Dans un instant, c'est un nouveau journal sur la chaîne Info. Ne bougez pas.